Alors justement, comment deviennent-ils obèses? Donc, le sujet de mon étude, ça porte sur en fait une cohorte que je vous décrirai par la suite, une cohorte mère-enfant. Et donc moi, je m'intéressais au lien entre des comportements liés à la balance énergétique, c'est-à-dire l'activité physique, la sédentarité et l'alimentation à l'âge de 2 ans, et son lien avec le développement futur de l'obésité à 5 ans. Alors, comment faire ça? Voilà. Alors, un petit point de contexte d'abord. Sur l'obésité infantile. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas du tout quelque chose d'anecdotique, puisque ça concerne quand même dès 5-6 ans, ça c'est les études de l'adresse qui sont menées en grande section de maternelle. Donc, dès 5-6 ans, vous avez 12% d'enfants en surcharge pondérale, dont 3,5% d'enfants obèses. Et ça, c'est des données françaises en 2013. Ce qu'on constate, 2 choses. Les petites filles sont plus souvent en surcharge pondérale que les petits garçons, 14% versus 10%. Et il y a des très très grandes disparités sociales. En effet, entre l'étude précédente de l'adresse et celle-ci, on constate qu'il y a une stabilité de la surcharge pondérale, même une très très légère baisse du taux d'obésité. Par contre, il y a un creusement des inégalités sociales de santé qui s'est encore majoré, c'est-à-dire que tous les indicateurs de précarité sociale, que ce soit les zones d'éducation prioritaire, que ce soit maintenant les quartiers sensibles de la ville, de priorité de la ville, ou que ce soit le niveau d'éducation des parents, ou que ce soit la profession, tous vont tous dans le même sens. Plus les indicateurs de précarité sociale sont importants, plus le risque d'obésité est important. Et on voit bien que c'est un des problèmes du PNNS. Vous savez, 5 fruits et légumes, tout ça. Ça a super bien marché dans les classes sup et beaucoup moins bien dans les classes défavorisées. Et donc, en fait, ça a encore creusé les inégalités sociales de ce point de vue-là. Et l'obésité en est un des reflets actuels. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire de l'obésité? Un de ses problèmes majeurs, c'est que on dit qu'elle traque, c'est-à-dire qu'elle perdure. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un enfant est en surpoids ou obèse dans l'enfance, il a une probabilité beaucoup plus élevée d'être en surpoids ou obèse à l'âge adulte. Donc quand ils sont en surpoids ou obèse vers 5-6 ans, les études, alors ça c'est pas des études françaises, enfin l'adresse en a fait, mais pas jusqu'à l'âge adulte, elle les re-regarde en 3e au collège. Mais au niveau des pays anglo-saxons, on est à peu près à 30%. Et quand ils sont en surpoids ou obèse vers 10 ans, on est à plus de 50% de surpoids ou d'obésité à l'âge adulte. Ensuite, qu'est-ce qu'on sait? C'est que au-delà de la morbimortalité cardiovasculaire, on sait que l'obésité dans l'enfance ou dans l'adolescence a des grosses répercussions au niveau des relations sociales. Et donc, effectivement, il y a un surrisque de dépression, de suicide de l'adolescent. Enfin, voilà, il y a toute une répercussion psychosociale qui est assez importante pour l'obésité. Enfin, pourquoi je me suis intéressée aux comportements liés à la balance énergétique? Parce que ce sont des déterminants majeurs, comme d'autres, comme la génétique, principalement la génétique. Après, on sait qu'il y a aussi des origines géographiques qui sont chez lesquelles le risque d'obésité est bien plus important. Mais les comportements liés à la balance énergétique, c'est des comportements modifiables. Voilà, on modifie rarement sa génétique, rarement son sexe, mais pour le coup, on peut modifier son temps d'écran ou son alimentation. Donc ça, c'était le focus pour l'obésité. Qu'en est-il pour les comportements liés à la balance énergétique? Donc en fait, il y en a de 2 types. Vous avez les obésogènes. Principalement, vous avez la sédentarité qui est, elle, principalement marquée par le temps passé devant la télé. Dans les études, même si le temps d'écran est en train de beaucoup se développer avec les smartphones, les tablettes. Et puis, les apports caloriques élevés, surtout l'alimentation qu'on appelle la western diet, tout ce qui est type fast-food ou aliments déjà préparés. D'un autre côté, vous avez les comportements dits protecteurs. Donc, vous allez avoir l'activité physique dans laquelle vous allez avoir différents types d'activités physiques, mais celle qui a l'air d'être protectrice, c'est ce qu'on appelle la moderate vigorous physical activity. Donc, c'est vraiment des niveaux d'activité où vraiment vous avez une accélération du rythme cardiaque et vous avez des mouvements qui sont d'une certaine intensité. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a quand même un seuil pour que l'activité physique soit protectrice. Et toujours les apports de fruits et légumes qui sont toujours quelque chose qui ressort dans les études. Une consommation élevée de fruits et légumes serait protectrice pour
pour éviter d'avoir une balance énergétique positive. Ensuite, ce qu'on sait, c'est que, et ça c'est des études qui sont un petit peu plus récentes, c'est que c'est des comportements qui se mettent en place très précocement. Alors, on le savait beaucoup pour l'alimentation, parce que ça avait été étudié même depuis longtemps. Et puis, toute la diversification, à l'âge de la diversification, il y a eu plein d'études internationales, parce que voilà, vous prenez 10 pays européens, il n'y en a pas 2 qui font pareil. Donc comme ça, au moins, voilà, vous les étudiez, s'ils avaient un impact sur l'obésité ou pas. Voilà. Bon. Donc on sait que l'alimentation et les habitudes alimentaires se mettent en place précocement. Là, récemment, on s'est rendu compte que l'activité physique aussi se mettait en place précocement. Parce qu'en fait, c'est vrai que si on regarde la littérature, il y avait quand même un a priori comme quoi, de toute façon, les gosses, ils sont actifs. Donc pourquoi s'intéresser à l'activité physique des enfants? De toute façon, un enfant, par essence, est actif. Bon, en fait, on s'est rendu compte que tous les enfants n'étaient pas actifs, en fait. En tout cas, si on les comparait les uns aux autres, le gradient était un peu différent et qu'effectivement, ceux qui étaient plus actifs dès tout petits, ils étaient plus actifs plus tard. Voilà. Ensuite, le temps d'écran, pareil, ça s'est mis en place avec le corollaire de l'activité physique où on a commencé à s'intéresser. Alors c'est quelque chose qui a plutôt été, ça a été du rétropédalage. On a fait un focus sur le temps d'écran des ados, puis après sur le temps d'écran des collégiens et de l'école primaire, et puis là on arrive au maternel et même avant. Et c'est là où je suis. Voilà. Ensuite, clairement, comme l'obésité, si vous mangez bien petit, vous mangez bien grand. Si vous êtes actif petit, vous êtes actif grand. Et si vous regardez beaucoup la télé petit, vous regarderez beaucoup la télé grand. Voilà. Donc ça traque de nouveau. Et enfin, il y a très très peu d'études longitudinales avant 5 ans. Il y en a eu, en fait, la plupart des études commencent toutes à 3 ans et demi, 4 ans, c'est-à-dire l'entrée en maternelle à partir du moment où on récupère les enfants dans le circuit. Donc c'était un peu l'idée innovante de l'étude, c'était de commencer dès 2 ans, en fait, c'est-à-dire avant qu'ils soient dans un cursus scolaire. Donc moi, ce que je vais vous présenter, c'est l'étude de l'association en fait en longitudinale, c'est-à-dire entre 2 et 5 ans, d'une part l'activité physique, la sédentarité, l'alimentation qui ont été mesurées à 2 ans de vie de l'enfant, et puis on a relié avec le développement de l'adiposité à 5 ans chez les enfants, donc de la cohorte Eden que je vais vous présenter maintenant. Donc c'est une cohorte mère-enfant. Donc, il y a inclus 2002 femmes enceintes qui ont été recrutées dans les maternités des CHU de Nancy et de Poitiers entre 2003 et 2006. Et donc, elles étaient suivies pendant la grossesse avec des examens cliniques, des échographies, des questionnaires qui étaient posés et à la mère et au père. Ensuite, à la naissance, il y a eu des prélèvements qui ont été faits sur le sang de cordon avec certaines mesures. Il y a eu un examen clinique standardisé de l'enfant. Et puis, de nouveau, des questionnaires qui ont été posés à la mère. Et puis ensuite, on a fait un suivi de l'enfant. Le suivi initial était prévu à 5 ans. Pour ceux qui ont accepté, le suivi a continué. Là, les enfants Eden, ils sont entre 8 et 10 ans. Et donc, nous, on va s'intéresser, en fait, entre ce qui s'est passé entre 2 et 5 ans. Donc, à 2 ans, il y a eu des questionnaires qui ont été posés, des questionnaires qui ont été posés à l'enfant, des questionnaires enfants qui ont été posés aux parents. Car à 2 ans, ils ne savent pas lire, même s'ils sont très précoces dans Eden. Et on les a réexaminés à 5 ans. Et donc, en fait, c'est la mesure de leur adiposité à 5 ans avec laquelle on a essayé d'établir un lien avec leur comportement à 2 ans. Donc, pour ce faire, nous avions 473 garçons, 410 filles. Et donc, nous avons étudié 3 comportements. Donc, le temps passé en jeu extérieur, la question était posée de la façon suivante aux parents. Combien de temps votre enfant passe-t-il en moyenne à jouer en jeu extérieur? Et donc, on leur demandait de nous dire le temps en heures et en minutes pour un jour de la semaine hors mercredi, pour le mercredi et pour les jours de week-end. Donc, c'était bien séparé. Il en était de même pour le temps passé devant les écrans. Donc, c'était vraiment poser combien de temps votre enfant passe-t-il en moyenne à regarder la télévision, à regarder l'ordinateur ou à jouer aux jeux vidéo. Donc, pareil, il remplissait pour les 3 jours de la semaine. Enfin, il y avait un questionnaire de fréquence alimentaire qui, après une ACP, une analyse en composante principale, a permis d'établir 2 profils alimentaires dès 2 ans. En fait, vous aviez un profil avec... en fait, chaque enfant avait un score sur un profil alimentation saine. Donc, les scores élevés, c'était ceux qui avaient une alimentation la plus saine. Puis, les scores les plus bas, c'était ceux qui avaient l'alimentation la moins saine sur cet axe-là. Et puis, il y avait l'autre axe qu'on a appelé fast-food. Pareil, plus ils étaient élevés sur cet axe-là, moins l'alimentation était bonne et inversement. À 5 ans, comme je vous ai dit, ils ont été examinés, ces enfants, et donc on a mesuré l'indice de masse corporelle à 5 ans. Donc il y avait 3 mesures de poids, 3 mesures de taille, de façon standardisée. Et puis on a
comment dirais-je, mesurer l'adiposité à travers le pourcentage de masse grasse qui a été calculé à partir de la mesure des plis cutanés, donc à la fois tricipitales et sous-scapulaires. Et puis aussi, on les a mis dans une balance d'impédance métrique qui, à partir de la résistance des tissus de l'enfant, nous permettait de mesurer la masse grasse, le pourcentage de masse grasse de l'enfant. Et en fait, voilà, il y a une formule qui permet, grâce aux deux, de vous dire quel est le pourcentage de masse grasse de l'enfant. Donc les résultats enfin, la méthode, pardon. Donc, nous avons fait un modèle de régression linéaire en 2 étapes et nous avons fait un modèle par sexe. Parce qu'en fait, il y avait une interaction majeure entre le sexe, j'en reviendrai là-dessus. En fait, les filles et les garçons, c'est pas pareil. Et c'est pas pareil dès 5 ans. Même avant, à ce qui paraît. Donc, on a fait un modèle on a fait une analyse chez les filles, une analyse chez les garçons. Et donc, la première étape, en fait, c'est qu'on a regardé le lien entre l'IMC, le pourcentage de masse grasse à 5 ans, avec l'activité physique seule, puis le temps de télé, puis l'alimentation. Et puis après, on a fait un modèle global où on a mis les 3 comportements en lien avec l'IMC à 5 ans et le pourcentage de masse grasse. Et tous les modèles étaient ajustés en fait avec l'IMC à 2 ans, ce qui nous permettait de prendre en compte un peu qu'est-ce qui s'est passé dans les 2 premières années de vie, en fait, de remettre un peu... l'idée, c'était de remettre un peu les enfants tous sur l'échelle. Et puis donc les facteurs sociodémographiques avec le niveau d'éducation de la mère et les revenus du ménage. Et donc les résultats, qu'est-ce qu'ils nous montrent? Ils nous montrent qu'en fait, plus les petits garçons passent de temps devant les écrans à 2 ans, plus ils ont un pourcentage de masse grasse élevé à 5 ans. Par contre, il n'y avait pas de lien chez les petites filles. Et par contre, plus les petites filles passent de temps à jouer en jeu extérieur, plus elles diminuent leur pourcentage de masse grasse à 5 ans. Donc, ces 2 résultats vont dans le sens attendu, c'est-à-dire que plus de temps ils passent sédentaires, plus ils sont gras chez les petits garçons. Et chez les filles, ça va pareil dans le sens, c'est-à-dire qu'on a considéré que le temps passé en jeu extérieur était un proxy de l'activité physique, et donc plus elles passent de temps en jeu extérieur, plus elles diminuent leur masse grasse. Par contre, il n'y a pas eu de lien entre l'alimentation à 2 ans et le développement de l'adiposité à 5 ans. Par contre, ce qu'on a constaté, c'est que dès 2 ans, il y avait des analyses qui ont été faites en parallèle, c'est que l'alimentation était associée par contre à l'activité physique et la sédentarité. Donc en fait, comme attendu, chez les petits garçons, en fait, l'axe fast-food était associé à autant d'écran. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup chez les ados. On mange n'importe quoi, en particulier quand on regarde la télé. Et puis, par contre, chez les filles, celles qui jouaient beaucoup dehors étaient à la fois mangeaient à la fois mieux et à la fois moins bien. Et donc ça, c'est ce qu'on retrouve chez les un peu plus âgés, qui sont, c'est ce qu'on appelle les profils de compétition. C'est-à-dire que vous avez des enfants qui vont être très compètes, très sport, très haut niveau, et puis qui vont faire beaucoup d'écrans, beaucoup d'ordi, parce que beaucoup de vidéos, beaucoup de compètes, et qui aussi vont manger sainement, mais qui aussi vont grignoter. Donc voilà, enfin, ce qu'on appelle ce qu'on appelle des profils compètes, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont élevés pour tout. Voilà. Et puis enfin, donc c'était tout l'intérêt d'avoir le pourcentage de masse grasse, c'est qu'on n'a constaté aucun lien avec l'IMC, donc on pense que c'est aussi une des causes qui a fait que dans toutes les études, on parle toujours de l'IMC, que ce soit chez les adultes, chez les ados, mais en fait chez les enfants, comme en fait à 5-6 ans, ils sont en bas de leur courbe d'IMC, ils n'ont pas encore fait leur rebond, et ben en fait l'IMC, c'est pas un bon marqueur d'adiposité à cet âge-là, il faut utiliser d'autres proxys, et donc le pourcentage de masse grasse avec la mesure des plis et l'impédance métrique est vraiment pas utilisable en pratique de tous les jours, mais ça nous permet de dire qu'il faut quand même s'interroger sur ces comportements. Donc, pour conclure, précocité des associations entre les comportements liés à la dépense énergétique et l'adiposité, parce que jusque-là, il n'y avait pas eu d'études aussitôt. Les études commençaient à 3 ans, donc dès 2 ans, on retrouve des liens. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment faire de la prévention dès le plus jeune âge. Il y a un lien différentiel entre les filles et les garçons. Donc probablement que les filles ne vont pas être sensibles à la même chose que les petits garçons. Donc effectivement... s'interroger aussi sur tout le principe de l'éducation genrée. Probablement que les petits garçons, ils sont tous mis dehors à jouer, puisque de toute façon, ils sont actifs, je vous rappelle. Et que donc, par contre, les petites filles qu'on met dehors, elles sont vraiment actives. C'est pas comme les petits garçons qu'on met dehors. Et puis, quand on les met devant la télé, quand même, les petits garçons, ils bougent moins. Donc, c'est bien, on les met devant la télé. Ils sont calmes. Ensuite, tout le principe des comportements associés des 2 ans, donc probablement qu'il y a des choses à faire, comme ils mangent mal
comme ils mangent plus mal quand ils sont devant la télé, probablement que si on diminue le temps d'écran, on va aussi diminuer le temps de grignotage. Enfin voilà, il y a des choses sur lesquelles, en agissant sur un, on peut faire effet boule de neige et agir sur plusieurs. Et puis enfin, voilà, il n'y a pas de lien avec l'IMC. Donc l'IMC, je pense, reste un très très bon marqueur de dépistage individuel. Par contre, effectivement, quand on veut être à l'échelle d'une population, comme ça reste un âge où ils sont dans le creux, probablement qu'il faut en utiliser d'autres. Voilà.